Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 18 mai 2020. On va parler aujourd'hui, en fait, c'est une chronique de la fin du mondialisme. On va parler de ce combat apocalyptique entre l'administration Trump et les mondialistes, un Xème volet de ce combat de titans. On va parler aujourd'hui surtout de l'affrontement entre l'administration Trump et l'OMS et le cartel médiatico-médical dont j'ai parlé à plusieurs reprises par le passé dans mes reportages sur le COVID. Il s'agit essentiellement d'un combat, comme de l'aigle américain contre le serpent de l'OMS. On sait maintenant, avec toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant, je vous ai montré ça dans les anciens web-journaux, que les mondialistes avaient placé leurs pions un peu partout et que la pandémie était annoncée, ils s'y étaient préparés et c'était le coup d'échec final. Non seulement, je veux dire, pour faire tomber l'administration Trump, pour remplacer Trump qui avait annoncé la fin du mondialisme, mais aussi pour, dans une éventuelle présidence Hillary, réellement boucler la boucle, c'est-à-dire asservir les peuples. Ça n'a jamais été planifié d'une autre façon que par le médical. Je vous avais expliqué ça lors des premières questions que vous m'avez posées sur le COVID en février. Je vous ai dit que l'effondrement, comment je pourrais dire, que le nouvel ordre mondial allait arriver non pas par un effondrement des structures, et un chaos généralisé par la guerre, etc., mais par une surorganisation de la société. Et ça se fait par le médical. Alors, du militaire et du médical, les mondialistes ont depuis longtemps privilégié le médical comme moyen de contrôle social. Et là, on le voit quand on regarde autour de nous, les gens se sont soumis pour beaucoup au contrôle social médical parce que le virus est un danger invisible, intangible. Les gens ne savent pas comment réagir, alors ils se soumettent. Hein? Alors, donc c'est ça. Aujourd'hui, j'ai regardé pour vous un documentaire. J'ai commandé un documentaire qui s'appelle Trust Who? Faire confiance à qui? Mais Who, c'est pour World Health Organization, qui explique en fait les machinations de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai sélectionné des extraits de ce documentaire, les extraits pertinents, qui ont à voir avec la crise du virus H1N1. En 2009, il y a eu une pandémie mondiale exactement comme celle qu'on vit maintenant, sauf que c'était l'influenza. Et c'était toutes exactement les mêmes réflexes, la même enflure de la part des médias, la même fausse peur, tout ça basé sur du vent pour vendre des vaccins. OK, alors, on a de ça aujourd'hui. La vidéo sera possiblement censurée puisqu'on parle de vaccins. Alors, je vous incite à partager le plus rapidement possible la vidéo et aussi d'en faire des copies si possible. Alors, voilà, donc, les mondialistes qui ont placé leurs pions un peu partout. Regardez un peu partout en France. En 2017, suite à l'élection de Donald Trump, on a eu Agnès Buzyn comme ministre de la Santé. Elle, dont le conjoint Yves Lévy était un investisseur du laboratoire de Wuhan. Il y a Anthony Fauci aux États-Unis qui lui aussi est un allié de longue date de Bill Gates et un investisseur dans le laboratoire de Wuhan. Il y a eu Arruda avec sa petite pine du développement durable qui adhère à la Fondation Gates et aux objectifs de l'ONU. Et aussi Theresa Tam au Canada. On va voir un peu des informations sur Theresa Tam. Tous ces gens-là ont été placés dans ces positions-là à dessein. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ils ont décidé suite à l'élection de Donald Trump, de précipiter les choses. Je le dis depuis le début. Alors, pourquoi on met des personnes, par exemple, Theresa Tam au Canada, la ministre de la Santé, la ministre de la Santé, c'est pas clair. On fera des recherches là-dessus. Pourquoi on met une personne comme Theresa Tam à la tête du ministère de la Santé du Canada? C'est pas une sommité mondiale en termes de maladies. C'est pas comme un Raoult, comment je veux dire, primé, récompensé, avec une liste longue comme le bras de réalisations, de publications, etc. Non. Elle est spécialiste des mesures coercitives, Theresa Tam, des vaccins, de la vaccination forcée, du confinement, de la quarantaine. Alors pourquoi en 2017, pourquoi le gouvernement Trudeau met Theresa Tam à la tête du ministère de la Santé, alors que vous comprenez qu'elle est une spécialiste dans la
la quarantaine et les mesures forcées, les vaccins forcés, etc. Tout ça n'est pas anodin. Hein. Même chose avec Agnès Buzyn, même chose avec Anthony Fauci, Horacio Arruda, etc. Donc, les mondialistes ont placé leur pion. Trump était au courant de tout ça. Hein. Je vous l'ai dit étant donné que on a vu ça depuis longtemps se profiler, hein, le endgame des mondialistes avec une dictature techno-médicale. Et Trump a paré le coup. C'est ce dont j'ai parlé dans la capsule, l'entente Trump-Xi. OK? Alors, voilà. Donc, on va aller rapidement. On va commencer au début. Je vais vous montrer certaines informations. C'est important de faire des parallèles entre ce qui est en train de se passer maintenant avec la crise du coronavirus et la crise du H1N1. Parce que c'est exactement la même chose qui se passe. Statistiques falsifiées, les médias qui font peur à la population, l'Organisation mondiale de la santé qui pousse un vaccin qui n'est pas nécessaire pour faire plaisir aux pharmaceutiques qui contrôlent l'OMS. Tout ça est identique. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est important de faire des parallèles parce que les gens pensent que c'est un phénomène unique. Que le COVID-19, c'est un phénomène unique. C'est ce que Bill Gates dit. On n'a jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie. On ne pourra jamais retourner à la normale. Alors que quand on compare les statistiques avec la grippe, on relativise. Quand on compare avec le H1N1 en 2009, on relativise. Finalement, c'est pas si pire. Puis on nous raconte des bobards. Alors, c'est important d'être en mesure de faire des parallèles avec le taux de mortalité de la grippe par année, par exemple, ou des pneumonies, ou faire des parallèles avec des épidémies similaires dans le passé. Alors, on va y aller avec le reportage. J'ai fait de l'édition. Je vous ai sorti comme une espèce de quelque chose comme sur une heure, un 4 minutes très pertinent, surtout autour de la crise du H1N1. Il parle aussi de Fukushima, etc. Mais je vais faire ça avec... Malheureusement, c'est en anglais. Il y a des sections dans le documentaire qui sont en français, mais la section H1N1 est pas mal en anglais. Je vais vous aider à traduire. Ce qu'on montre dans cette vidéo-là, la femme qui a fait la recherche, je pense que c'est un documentaire de 2018. Alors, on nous montre que l'OMS, comme dans le cas du COVID, a manufacturé complètement de A à Z une pandémie, une autre pandémie de papier avec le H1N1, la grippe aviaire en 2009. On montre aussi dans le documentaire, là, il y en a plus que ce que je montre, là, que l'OMS est conseillée par des experts qui sont payés par des pharmaceutiques qui vendent des vaccins. Alors, les compagnies qui vendent des vaccins payent des experts. Hein, les experts sont sur le payroll, comme on dit, là, sont dans la comptabilité des compagnies pharmaceutiques et conseillent l'OMS en termes de vaccination, pandémie, etc. Vous voyez le conflit d'intérêts incroyable. Et là, l'OMS déclare des pandémies sur la base de rien, sur la base de pratiquement aucun mort, comme dans le cas du H1N1. On nous montre aussi que pour les grandes pharmaceutiques, hein, que c'est l'intérêt économique qui prime avant la santé des gens. Alors, il faut qu'ils rendent des comptes à leurs actionnaires. Ils doivent avoir des profits pour chaque trimestre. Alors, au diable, la santé, c'est une business. It's business. It's just, tu sais, quand on dit ça dans les films, là, rien de personnel, c'est juste des affaires. Ben, c'est ça aussi le domaine de la santé et les pharmaceutiques. Rien de personnel, c'est juste des affaires. Et donc, tout pour faire des profits, y compris tordre le bras aux représentants de l'OMS pour leur faire déclarer une fausse pandémie afin de vendre des vaccins. On va y aller avec le clip tout de suite. Voilà. Was it really single persons and now it's over, or could you say that entire segments of WHO are corrupt? We have all the tobacco company documents which show how major corporations operate. And the pharmaceutical companies or the chemical companies do not operate any differently. Their obligation to their shareholders. Alors, il parle des compagnies de tabac. Il dit, vous vous rappelez quand les compagnies de tabac disaient, avec des experts et des études à l'appui, que la nicotine n'est pas addictive, etc. Ils se sont présentés devant le Congrès en disant que la nicotine n'était pas... Ils avaient toutes les preuves scientifiques. Après, on s'est rendu compte que c'était des mensonges. Hein. C'est la même chose avec la chloroquine. On nous dit que ça ne fonctionne pas avec le même genre d'études, des études qui sont payées par l'industrie pour faire échouer les tests. Alors, il dit les compagnies fonctionnent de la même façon ici avec l'OMS. Hein. C'est l'économie qui prime et au diable la santé publique.
completely overwhelms any consideration of public health. So these are the people that are involved in the H1N1 push. Swine flu, or H1N1, is presented by the WHO and in the public media as a huge threat, wrongly. Alors, on présente le H1N1, la grippe de 2009, là, la grippe aviaire, comme une grosse menace, à tort. Hein. Les médias ont encore une fois embarqué exactement. Hein, ce qu'on dit, les médias ne sont pas contrôlés, le journalisme est libre, c'est faux. Hein. Ils ont embarqué à chaque fois que l'OMS lance quelque chose comme ça, que ce soit un mensonge, ou les journalistes embarquent. Hein. Ils sont de... That later emerges. We are in the earliest days of the pandemic. Are staggering. Well, first of all, they are estimated by the World Health Organization to affect 2 billion people worldwide with H1N1. Joining us now from... Encore une fois, il vous montre tous les clips, dans le reportage, il vous montre tous les clips des médias qui mentent, qui exagèrent, qui racontent n'importe quoi. Et par la suite, on se rend compte que tout ce que les médias ont dit était faux, encore une fois. Ils se sont jamais excusés pour la panique qu'ils ont créée, les médias. C'était tout basé sur des faux chiffres. Well, Texas, Patrick and Robin Henshaw, their family has been hit hard by this swine flu. Good morning to you both. Good morning. Good morning. My administration's taken... Im ersten Jahr Ça vous rappelle quelque chose, les masques? sterben in Deutschland 258 Menschen an der Schweinegrippe, weit weniger als bei einer normalen. Donc, malgré toute le hype, on nous dit qu'en Allemagne, il y a seulement 258 personnes qui sont mortes de la grippe aviaire, moins que la grippe ordinaire, malgré tout la poussée médiatique. Grippewelle. If you've been diagnosed with probable or presumed 2009 H1N1 or swine Probable or presume, hein, comme présumé, exactement comme aujourd'hui. Elle dit, les chances sont que vous ne l'ayez jamais contracté, même si vous avez testé positif. flu in recent months, you may be surprised to know this. The odds are you didn't have H1N1 flu. In fact, you probably didn't have flu at all. Many countries, including Germany, Italy, France, and Great Britain, concluded secret agreements with pharmaceutical companies before the swine flu incident, which obliged them to purchase swine flu vaccinations, but only if the WHO issued a pandemic level 6 alert. Alors, plusieurs compagnies pharmaceutiques avaient signé des ententes avec l'OMS qui faisaient en sorte que que l'OMS était obligé d'acheter des vaccins seulement, cependant, si c'était une pandémie de niveau 6. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. Donc, exactement, hein, la pandémie a été déclarée exactement comme, je dirais, essentiellement pour faire plaisir aux compagnies de vaccins, aux compagnies pharmaceutiques, parce qu'elle n'était pas si dangereuse. Et ce que va dire Wolfgang Wodarg, hein, vous l'avez vu dans une des premières émissions que j'ai faites sur le coronavirus, il est très critique. Il dit que l'OMS a modifié sa définition de pandémie afin, elle a enlevé la dangerosité du virus comme critère. Et donc, à chaque année, la grippe serait devenue une pandémie, hein, parce que c'est juste l'étendue qui comptait. Tout ça pour faire vendre des vaccins. Donc, ils modifient leur définition pour faire plaisir aux pharmaceutiques, pour vendre des vaccins. Glaxo, Novartis, Sanofi, alle hatten sie diese Impfstoffe in neuen Produktionsanlagen für die Pandemie bereitgestellt. Alle hatten sie Verträge mit Nationalstaaten gemacht. Alors, toutes les grandes compagnies avaient signé des ententes avec différents États pour produire des vaccins en cas de pandémie. Und dadurch, dass sie so viel investiert hatten, aber das nicht verkaufen konnten, weil ja keine Pandemie. Alors, ils ont investi des milliards de dollars, mais ils ne pouvaient pas vendre le vaccin parce que la grippe était, le H1N1 était vraiment pas dangereux. C'est comme le COVID, là, c'est une grippe ordinaire. Alors, les investissements étaient perdus. Alors, il a fallu changer la définition de ce qui constitue une pandémie. C'est ce que l'OMS a fait pour satisfaire les pharmaceutiques. Und die nächste Grippe war auch nicht in Sicht. Und dann haben sie eine Il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait aucun signe de pandémie, il n'y avait rien. Il dit « they fabricated a pandemic ». Ça, c'est pour le H1N1. Ils ont fabriqué une pandémie. En el momento del outbreak de la H1N1, yo era director del secretariado de la OMS para la salud pública. Alors lui, il était le secrétaire général du département de santé publique et de la propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale de la santé. La propiedad intelectual
los medicamentos. Susto y temor no había nadie. Yo personalmente no conocí a nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia. Elle dit personne n'avait peur. Ils ont déclaré une pandémie, c'était très sérieux, les médias nous faisaient peur, mais il dit à l'intérieur de l'organisation, c'était business as usual, personne n'avait peur, personne s'est fait vacciner. Hein? C'est une pandémie de papier, c'était la première pandémie de papier. Incluida la directora general, que solo en el mes de enero le preguntaron a un grupo de periodistas si se había hecho vacunar, dijo que estaba muy ocupada, pero que lo iba a hacer. Ça vous rappelle At the quelque chose? time I am pregnant and I avoid airports, crowds and all forms of travel. Public media exaggerates with words and images masques the partout. danger resulting from swine flu. Des masques qui ne servent à rien, qui ne protègent pas contre la maladie, c'est tout le monde le dit. Ça ne sert à rien, c'est complètement bidon, mais c'est un outil de contrôle social, c'est un outil de contrôle psychologique des masses pour leur faire accepter le vaccin. C'est pour faire peur. Ça, c'était en 2009. Lavez-vous les mains. Ça vous rappelle quelque chose, ces images? Et alors qu'il n'y avait pas de pandémie, c'est une pandémie manufacturée. 100% manufacturée. Il y a presque personne est mort de ça. C'était moins dangereux que la grippe ordinaire. Mais ils ont surchargé la planète de ce genre d'informations épeurantes. Lo que sabemos muy bien, por lo que salió publicado en todos los periódicos del mundo, es que hubo un cambio de los criterios y se retiraron las guidelines del web de la OMS. Could they have declared? Alors, ils ont changé, juste avant la pandémie, ils ont changé la définition, le critère pour que ce soit une pandémie. Hein? Donc, ils ont enlevé le principe de dangerosité. Donc, n'importe quelle petite grippe avec 0 mort pourrait être déclarée pandémie, exactement comme celle-ci. Pandemic level 6 also with the old definition? No, justamente porque uno de los criterios on n'aurait pas pu déclarer une pandémie avec l'ancienne définition. era la severidad de la enfermedad y por severidad se entendía también la mortalidad. Se incluyera ese criterio facilitó el que se declarara la fase más alta de la pandemia. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour ce documentaire, le Trust Who. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'OMS? Le documentaire montre que l'OMS est essentiellement contrôlé par les pharmaceutiques. Et là, ce documentaire-là nous ramène à un texte dont je vous avais parlé, qui a été publié dans Le Devoir comme une espèce de post-mortem de la pandémie. Je le republie ici, j'en reparle ici parce que mon vidéo post-mortem a été censurée par YouTube. Il n'est plus disponible sur la chaîne. Lui et aussi la Révolution copernicéenne, les deux ont été retirés par YouTube. Je les ai quand même. Je vais les republier éventuellement sur BitChute. Mais on nous écrivait exactement la même chose. Hein, des penseurs nous expliquaient, donc dans le texte, la pseudo-pandémie d'H1N1. Pseudo-pandémie, c'est exactement comme celle d'aujourd'hui. Hein. On invente une pandémie de toutes pièces. On dit, hein, entre le virus et la maladie, il y a la capacité du système immunitaire des gens à composer avec le virus. Dans le cas de l'H1N1, les données dont on disposait à la fin de l'été 2009 permettaient d'affirmer que la très grande majorité des gens n'avaient rien à craindre du virus. C'est exactement comme aujourd'hui. À moins d'avoir plus de 80 ans, il n'y a pratiquement rien à craindre du virus. Oui, il va y avoir une fois de temps en temps une personne dans la tranche d'âge 20-30 ans qui va mourir. De la grippe ordinaire aussi, hein, c'est dans les statistiques. Mais dans le cas du H1N1 et dans le cas du COVID, dès que quelqu'un d'assez jeune meurt de ce virus, ça fait les manchettes, hein, parce qu'il faut faire peur aux gens. Ce n'était pas une pandémie, mais une épidémie de grippe susceptible d'affecter certaines catégories de gens qu'on aurait dû cibler et sensibiliser à des mesures d'hygiène, hein, comme les CHSLD, surtout. On n'a pas fait ça. Vous comprenez? Relativement bénin, en effet, avant même le début de la campagne de vaccination, des centaines de milliers de Québécois ont été en contact avec le virus et ont développé naturellement des anticorps
qui les ont protégés et qui les protégeront contre ce virus s'il est encore présent à l'automne 2010, ici ou ailleurs dans le monde. Ça s'appelle, l'immunité dans la communauté. Mais ils ne veulent pas ça. Hein? Ils ne veulent pas ça. On en a parlé, là, parce qu'ils espèrent peut-être une deuxième vague à l'automne. Right? Alors, plusieurs scientifiques, surtout en Europe, ont sévèrement critiqué cet alarmisme de l'OMS. L'ancien patron de la Croix-Rouge française, Marc Gentilini, a parlé d'une pandémie de l'indécence. Ça, c'est pour H1N1. C'est la même chose avec le coronavirus, vous comprenez? Plus récemment, la gestion du dossier par l'OMS a été durement critiquée dans un éditorial publié par le British Medical Journal et dans un rapport déposé le 4 juin à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En présentant ce rapport, le député britannique Paul Flynn a affirmé que cette pandémie n'a jamais vraiment existé. Alors, les mêmes signes, les mêmes symptômes, les mêmes symboles, le même catastrophisme médiatique, la même poussée pour un vaccin sur la base du vent. Ils ont fait la même chose en 2001, okay? En 2009 avec le H1N1. Les autorités devraient montrer plus critiques, là, ils finissent le texte en disant les autorités devraient se montrer plus critiques envers le discours de certains scientifiques dont les recherches sont financées par l'industrie, comme la fondation Bill and Melinda Gates, lorsque l'analyse de la situation est biaisée. L'invocation du principe de précaution est irrecevable. Tu sais, le principe de précaution constamment invoqué par Arruda, là, on va tout mettre dans les chiffres du COVID, les cancers, les AVC, la grippe, etc., juste par mesure de précaution. Ben, c'est irrecevable dans ce cas-ci. Hein? Parce que, ça fait peur, ça détruit le lien social, les gens ne se présentent pas au travail dans les CHSLD, etc., ont peur de la maladie. Et aussi, ça fait en sorte que le gouvernement prend des décisions sur la base de fausses données. On peut invoquer le principe de précaution dans le cas de chaleur extrême. C'est ça que Arruda a utilisé ce principe-là. Là, tu sais, la canicule, on surcompte un peu, puis après ça, on rajuste. Mais parce que c'est pas très important. Mais ici, c'est très important parce qu'il y a des vaccins, tout ça. Il y a l'état d'urgence qu'il y a. Alors, le principe de précaution n'est pas applicable. OK? Donc, n'importe quoi en évoquant l'idée de prudence. Il est clair qu'au sein de l'OMS, certains conseillers étaient en situation de conflit d'intérêts. C'est ce dont le documentaire parle. Nous ne pensons pas que les autorités sanitaires québécoises et canadiennes soient vaccinées contre ce genre d'influence. Non, en effet, on a ici la personne qui conseille Arruda, c'est Marc Brisson, qui est financé par la fondation Bill and Melinda Gates. Comprenez que dans le milieu des recherches universitaires comme ça, on ne mord pas la main qui nous nourrit et que si on veut continuer à recevoir des fonds, on a tendance on a intérêt à répéter ce que les personnes qui nous financent veulent qu'on dise. Hein. Tout ça a été expliqué dans La condition postmoderne de Jean-François Lyotard. On expliquait comment la science était maintenant achetée pour beaucoup, là, par les compagnies, donc on payait pour les études, pour avoir les résultats qu'on veut. Ça fonctionne comme ça aussi un peu avec la science du climat. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir du financement pour la recherche sur le climat si on n'est pas sur la ligne du réchauffement climatique anthropogénique. Même chose avec Neil Ferguson. Vous vous rappelez, Neil Ferguson, c'est l'autre chercheur en Angleterre qui a produit les travaux sur la base desquels l'Angleterre a instauré le confinement et les États-Unis et Fauci a imposé le confinement aux États-Unis. C'était sur la base des travaux de Neil Ferguson. C'est lui là, qui s'est fait prendre avec sa maîtresse à ne pas respecter le confinement. Tous ces chiffres étaient mauvais. Il n'y a jamais eu de courbe comme ça. Ça ne s'est jamais manifesté. Il prévoyait 2 millions de morts aux États-Unis, 500 000 morts en Angleterre. Ça ne s'est jamais manifesté. Il a révisé à la baisse. Finalement, ce ne sera pas 500 000 morts. Ça va être seulement 20 000 morts en Angleterre. Même chose pour les États-Unis. On est passé de 2 millions à 50, 60 000. Puis ça, c'est en rentrant là-dedans tous les décès de cancer, etc. Ben, lui aussi, il est financé par la fondation Bill and Melinda Gates. Vous comprenez tout ce qu'il y a derrière ça. Hein? Et malgré le fait que cette pandémie a été démasquée, qu'on s'est rendu compte que ce n'était finalement qu'un virus similaire à la grippe, on a un Bill Gates qui continue à pousser l'agenda de la vaccination et d'imposer le confinement. Pour quelle raison? À Wuhan, en Chine, le confinement, ça a duré 2 semaines. Pourquoi nous autres, on a un confinement dont on nous dit qu'il ne se terminera jamais ou qu'il ne se terminera qu'avec un vaccin? Ça, c'est... Partout ailleurs, et en Suède et en Chine,
Dans d'autres pays d'Asie, le confinement a été abaissé, puis ils ne parlent pas de vaccin obligatoire. Pourquoi on nous impose un vaccin obligatoire alors qu'ailleurs dans le monde, c'est pas comme ça du tout? Je vous montre les propos de Bill Gates. Oh, j'ai pas mis le vidéo. Merde. Ça arrive toujours, ça. Est-ce que je l'ai ici? Ah, c'est peut-être celui-là, oui. Attendez un instant. Encore une fois, c'est toujours comme ça. Il m'arrive d'avoir des petits oublis en début de... Oh, quelque chose. On va y arriver. OP. The thing that'll get us back to the world that we had before coronavirus is the vaccine and getting that out to all 7 billion people. Well, alors, il faut sortir, il faut donner le vaccin aux 7 milliards de personnes, même si, ce qui est bizarre, c'est que même si, par le passé, les autres épisodes de coronavirus, comme le SRAS, le MERS, etc., on n'a pas eu besoin de vaccin pour s'en sortir. Pourquoi ici, c'est absolument nécessaire qu'il y ait un vaccin, contrairement aux autres épisodes de coronavirus, alors que ce virus-ci est moins mortel que les autres virus? Bill Gates doit le savoir en plus. Il sait que ce n'est pas un virus mortel, mais continue à imposer un vaccin. Pourquoi? Life is completely disrupted. Your normal pattern of go to meetings, watch sports events. This thing, in my lifetime, this is the most dramatic thing. I still find. Alors, il se plaint, il dit que la vie n'a jamais été autant chambardée que ça. Hein, on ne va plus à des événements sportifs, on ne va plus au bureau, etc. Ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est sur la base de recommandations de personnes, de chercheurs financés par la Fondation Bill et Melinda Gates que tout ça s'est produit. Le confinement, ça a été poussé, mis de l'avant, défendu par des experts financés par la Fondation Bill et Melinda Gates. Et là, il s'en plaint finalement, sur la base de faux chiffres. It's shocking how tough it is and how hard it's going to be to get back to the normal life that we had before. Il dit que ça va être très difficile de retourner à la vie d'avant, alors que partout ailleurs, encore une fois en Chine, dans d'autres pays d'Asie, on est retourné à la vie normale. Pourquoi il nous dit que ça va être difficile? Sur la base de quoi il fait ces affirmations? Do you think things will go back to normal, or is that all changed? No, once you have a safe and effective vaccine and get that out to almost all of the people on the planet and build the preparatory systems for the next pandemic so you can nip it in the bud, we will go back to normal and economies will recover. Oui, il vous ment en pleine face. Là. Il vous ment en pleine face. Okay? Alors que la pandémie est pratiquement terminée, hein, la courbe est arrêtée. Je veux dire, la courbe a redescendu, il n'y a presque plus de nouveaux cas. On nous parle de vaccins obligatoires pour l'ensemble de l'humanité, alors que ça n'a pas été nécessaire pour toutes les autres pandémies jusqu'à maintenant. Les épidémies, comme dit le docteur Didier Raoult, meurent d'elles-mêmes. C'est un truc en cloche, ça monte, ça descend, finalement ça disparaît, puis ça reste un peu présent dans la population, hein, selon les dires du docteur Wardag, là, c'est 7 à 15% des pneumonies grippales, ce qu'on considère être des pneumonies grippales, là, des grippes et des pneumonies, sont en fait des coronavirus, des anciennes souches de coronavirus qui sont encore présentes dans la population. Alors, c'est normal, c'est sûr que ce SARS, ce COVID-19 va rester, mais il va être bénin. Ça va être une petite partie des infections. Il va avoir disparu. Son potentiel destructeur va avoir été contenu, va s'être amoindri. Et là, ça, c'est une autre vidéo de Bill Gates. Dans la même entrevue, Bill Gates dit que hein, on va juger la réponse des gouvernements face à cette crise-là et qu'on ne savait pas que ça s'en venait. Il dit, alors qu'ils ont, j'en avais parlé, j'ai montré la vidéo, l'événement 201, hein, ils avaient pratiqué une pandémie de coronavirus, des chauves-souris qui se transmettent jusqu'aux humains, un virus qui part des chauves-souris puis qui
se transmet jusqu'aux humains à l'automne 2019 avec la Fondation Johns Hopkins et le Forum économique mondial, je pense. Ils ont fait un événement, un jeu de rôle pour simuler une pandémie. Je vous ai montré les vidéos où dans le cadre duquel on prévoyait 65 millions de morts. Ça, c'était probablement le virus attendu et un effondrement économique complet. Alors, tout ce que les gens ont fait, tout ce que les décideurs ont fait sur la base des recommandations des experts financés par la Fondation Bill and Melinda Gates est allé dans le sens de ce qui a été décidé, de ce qui a été joué à l'automne 2009. Je vous fais écouter. Et là dans ce clip-là, il dit on n'a pas... on ne s'est pas préparé. C'est arrivé. On n'était pas préparé. We didn't rehearse this. Hein. Il n'y a pas eu de répétition pour ça. Grade for what that scrambling looked like. And now here we are. Voilà. Je ne sais pas si... Moi, j'ai perdu le son. Je ne sais pas si vous aviez toujours du son. Voilà. Alors, donc, c'est ça, il nous ment en pleine face. Vous comprenez qu'ici, à tout le moins, on peut dire plusieurs choses sur Bill Gates, mais le moins qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui est fondamentalement malhonnête puis qui semble avoir un agenda caché derrière ses propositions. Pourquoi Bill Gates voudrait donner un vaccin qui n'est pas nécessaire à l'ensemble de la planète? On pourrait comprendre que des pharmaceutiques... Non, pas de son, hein? OK, merde. Essayons une deuxième fois. You know, very few countries are going to get an A grade for what that scrambling looked like. And now here we are. You know, we didn't simulate this. We didn't practice. So both the health policies and economic policies, we find ourselves in uncharted territory. We didn't simulate this. We didn't practice this. C'est un gros menteur, vous comprenez? Alors, c'est quoi, c'est ça, comme je disais, c'est quoi l'intérêt de Bill Gates? Une pharmaceutique qui envoie des experts à l'OMS pour les forcer à déclarer une pandémie, même sur la base de rien. On peut comprendre que c'est pour vendre des vaccins et puis avoir un retour pour les actionnaires. Mais c'est quoi le projet de Bill Gates de faire vacciner 7 millions de personnes sur un virus qui est, somme toute, bénin? Il a dû les lire, les rapports, comme nous, à Radio-Québec, là, qui montrent que le virus est essentiellement pas dangereux, que c'est une grippe un peu plus sévère que la moyenne, etc. Alors pourquoi Bill Gates insiste tellement sur le vaccin? Juste ça, ça devrait mettre la puce à l'oreille. OK? C'est la moindre des choses qu'on pourrait dire. OK? Alors, donc c'est ça. Maintenant, d'autres chiffres qui montrent que la grippe, je vous avais montré les chiffres de la pneumonie qui ont complètement disparu au profit du COVID. Ben, c'est les mêmes choses. Hein? Grippe saisonnière en France, ça c'était à la fin mars. Mise à jour le 1er mars. Hein? La grippe saisonnière, l'épidémie a fait 55 morts en France depuis novembre 2019. Ici, ça c'est plus récemment, je pense que c'est en avril. Avec 72 morts, la grippe a beaucoup moins tué cet hiver en France. 72 morts. Normalement, il y a comme entre 8 et 15, 16 000 morts de l'influenza par année en France. Et cette année, c'est 72 seulement. Même chose aux États-Unis, je vous ai montré les chiffres. La grippe a complètement disparu, la pneumonie a complètement disparu. Tout rentre dans les chiffres du COVID. Même chose ici au Québec, hein, sur le Centre d'expertise et de référence de la santé publique. Vous voyez ici, tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs dans les laboratoires Sentinelle par semaine de déclaration au Québec 2019-2020. À la 13e semaine, c'est-à-dire à la fin mars, il n'y a plus aucun test positif pour l'influenza. L'influenza a disparu, la grippe a disparu, tout est classé COVID. Vous comprenez? Alors, voilà, maintenant, je vous ai parlé en début d'émission de plusieurs de ces personnalités, comme Theresa Tam, Arruda, Fauci, Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy. Je vais vous montrer un reportage qui devrait vous donner la chair de poule.
qui montre une Theresa Tam en 2010. C'est une spécialiste des mesures d'urgence, là, où elle parle justement de confinement, d'empêcher les gens de circuler, de vaccins obligatoires, etc. Après ça, demandez-vous pourquoi elle a été placée juste au bon moment, au moment où est-ce que c'était le temps de déclarer une pandémie. Elle est devenue ministre de la Santé du Canada, exactement comme la Buzyn, qui retire la chloroquine de la liste des substances accessibles. C'est devenu un poison du jour au lendemain. Tout ça est prémédité. Ils ont placé leurs pions. Je vous montre le reportage. I think the public has to know this is one of the worst case scenarios in terms of an infectious disease outbreak, and that their cooperation is sought. If there are people who are non-compliant, there are definitely laws and public health powers that can quarantine people in mandatory settings. Elle dit que si les gens ne coopèrent pas, on peut déclarer une quarantaine obligatoire. And public people who are non-compliant, there are definitely laws and public health is undertaken. Other setups to ensure quarantine is undertaken. Comme la loi qui a été votée en France, qui a été proposée par le Sénat, qui permet de rentrer dans les domiciles, aller chercher les enfants, aller chercher les personnes infectées. Je pense que c'était le 5 décembre. Hein? Bien avant la pandémie, on a tout mis ça en place. It is better to be preemptive and precautionary and take the heat of people thinking you might be overreactionary, get ahead of the curve, and then think about whether you've overreacted later. But it's such a serious... Les mêmes propos qu'Arruda, donc elle invoque le principe de prudence. Hein. Vaut mieux surréagir et forcer les gens, aller arrêter les gens chez eux, forcer la quarantaine, prendre des mesures qui empêchent la circulation des gens, etc., des mesures dictatoriales. Vaut mieux surréagir donc que d'être pacifique, d'y aller de façon passive, pardon. Situation that I think decisive early action is the key. Police checkpoints are set up on all the bridges, and everyone leaving the city is required to show proof of vaccination. Those who refuse to cooperate are taken away to temporary detention centers. Donc, on met des barrages de police sur les ponts. On fait des tests obligatoires. Ceux qui refusent de se faire tester, on les amène dans des camps ou dans des endroits pour les forcer à se faire tester. C'est ça, là. C'est une spécialiste des mesures d'urgence contraignantes, Theresa Tam. Puis elle arrive juste au bon moment pour le COVID-19. I think the public has to know this is one of the worst case scenarios in terms of an infectious disease outbreak, and that their cooperation is sought if there are people who are non-compliant. OK, voilà. Ah oui, donc tous ces gens-là ont été mis en place juste au bon moment pour la crise. Ils ont tous été nommés en 2017, Buzyn, Theresa Tam, Arruda, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été nommé là, mais avec sa pin. Vous comprenez que les acteurs ont été mis en place. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui m'ont... juste un petit mot peut-être sur les masques, là. Donc, vous voyez, la volte-face complète du gouvernement sur les masques, alors que c'est la même chose aux États-Unis et ailleurs, alors que pendant la phase infectieuse, la phase... le pic de la maladie, on disait les masques ne sont pas nécessaires. Là, maintenant que la maladie est terminée, on nous oblige à porter des masques. C'est devenu presque obligatoire. Hein, et on dit qu'il va y avoir des mesures pour ceux qui refusent. Donc, ça, c'était il y a quelques mois. Dr Arruda demande d'éviter l'usage des masques à des fins préventives. Le Dr Arruda demande de ne pas utiliser des masques à des fins préventives. Et là, tout d'un coup, on change du tout au tout. COVID-19, 118 nouveaux décès, le port du masque fortement recommandé. Ouais, ces gens ne savent pas, je veux dire, ne sont pas cohérents. Hein? Alors, il y a eu alors qu'on se rend compte que la maladie, finalement, ne fait plus rien, ne fait plus peur, on commence à parler de déconfinement. C'est à partir du moment où est-ce qu'on commence à parler de déconfinement et qu'on se rend compte que les gens commencent à vouloir revivre normalement, qu'on impose le masque comme mesure de contrôle social. Hein? Et là, le Washington Post qui dit ici, « Masks are here to stay ». Les masques sont ici pour demeurer. Hein? Ils ne sont pas prêts de partir.
Et ils sont devenus un moyen de nous exprimer, hein, de laisser, de montrer notre personnalité. Le problème, c'est que tous ces experts de la santé-là doivent savoir que les masques, hein, c'est marqué sur la boîte des masques, « This product is an ear loop mask. This product is not a respirator and will not provide any protection against COVID-19 or other viruses. » Les masques que vous voyez là, comme ça, n'offrent aucune protection contre le COVID-19. Alors, c'est un moyen de contrôle social pour maintenir la population là, dans l'état d'esprit du confinement. OK? Voilà. Maintenant, au sujet des masques. Là, vous voyez maintenant tous les journalistes qui se présentent à la télévision avec des masques. On a vu Legault et Arruda se présenter avec des masques. Comprenez que c'est du pipeau, là. C'est juste pour la galerie. Ils l'enlèvent dès qu'ils ont fini. J'ai une vidéo ici où est-ce qu'on voit les journalistes, dont la première journaliste que vous voyez, c'était une journaliste qui avait pris une photo, je pense, de Mike Pence sans masque. Et elle l'avait dénoncé. Elle avait dit « Mike Pence n'a pas de masque ». Et là, regardez qu'est-ce qu'elle-même fait avec son masque après la conférence de presse à la Maison-Blanche. Dès que la conférence de presse est terminée, tous les journalistes enlèvent leurs masques. Dès que c'est terminé, on enlève les masques. C'est juste pour les caméras. Donc, je vais vous montrer finalement, on va terminer avec 2 clips de Donald Trump. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me dire que apparemment Trump avait donné son aval au vaccin et puis là, ça faisait peur aux gens. Comment ça se fait? Est-ce qu'il fait volte-face, etc.? Non. La dernière fois, j'avais dit que Trump jouait un jeu assez subtil avec l'État profond, c'est-à-dire que oui, il joue tout le jeu pour ne pas se faire critiquer là, par les médias, hein, puis se faire attribuer des morts, parce qu'il sait exactement ce que les médias peuvent faire. S'il y avait une attitude 100% anti-vaccin, là, le vaccin de Bill Gates, s'il était 100% contre, ça pourrait se retourner contre lui. Alors il dit, ouais, OK, on va investir dans les vaccins, etc. Mais le vaccin ne sera pas obligatoire. D'une part, le vaccin ne sera pas obligatoire. Il dit plusieurs choses dans les clips que je vais vous montrer. Là, il dit plusieurs choses. Il dit le vaccin ne sera pas obligatoire. Le vaccin ne sera peut-être même pas nécessaire parce que ça va avoir disparu d'ici là. La maladie va avoir disparu d'ici là. Et le troisième, c'est qu'il dit dans un rallye au début mars, il disait qu'il y allait avoir autre chose que des vaccins disponibles. Okay? C'est probablement la chloroquine qui s'en vient à grande échelle aux États-Unis. Alors, je vous fais écouter le clip de Trump sur les vaccins. Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It's going to go ça va partir sans avoir besoin de vaccin. Ça fait 3 mois qu'il répète la même chose. away, and it's we're not going to see it again. Hopefully, after a period of time, you may have some flare-ups, and I guess I would expect that sometime in the fall you'll have flare-ups, maybe. Donc, il va avoir, oui, ça va rester un petit peu dans la population. Ça va peut-être remonter un peu à l'automne, mais ça ne sera jamais une grosse menace. Ça va disparaître. Not, but according to what a lot of people say you probably will, we'll be able to put them out. You may have some flare-ups next year, but eventually it's going to be gone. It's going to be gone. There are some viruses and flus that came and they went for a vaccine. They never found the vaccine and they've disappeared. Il dit ce que je disais en début de capsule, c'est-à-dire qu'il y a plein d'épidémies de coronavirus, de grippe, etc., qui se sont manifestées et qui ont disparu sans jamais qu'un vaccin ait été nécessaire. C'est la même chose avec celui-là. Ils sont morts, eux autres aussi. Les virus sont morts, comme tout le reste. And so, whether we do or not, I think great progress is being made by Johnson & Johnson, by Oxford and some others. NYU, I see, is very advanced. Alors, il ne décourage pas les vaccins, hein, il les encourage, etc. Mais il dit aussi, d'autre part, que ça va disparaître
Et les vaccins, la plupart des vaccins vont être prêts dans 6 mois, 1 an, etc. Il dit la maladie ne sera plus là. Donc, le vaccin ne sera plus nécessaire. C'est-à-dire, Trump joue sur la ligne du temps. Bientôt, la maladie va disparaître. Et donc, quand les vaccins arriveront dans 1 an, dans 6 mois, 1 an, ils seront superflus, ils ne seront plus nécessaires. Mais pas que. Il y a aussi ça ici. Qu'est-ce qu'il disait ici? My administration has also taken the most aggressive action in modern history to protect Americans from the coronavirus. You know about this whole thing. Horrible. Including... Alors, mon administration a fait tout ce qui était possible pour protéger les Américains contre le coronavirus. Et donc, c'est là qu'il dit, oui, on a investi dans les vaccins, mais pas que. Comprenez? Sweeping travel restrictions. Today, we met with the big, great pharmaceutical companies, and they're really working hard and they're working smart. And we had a great meeting today with a lot of the great companies, and they're going to have vaccines, I think, relatively soon. Alors, il travaille avec des compagnies. Oui, il va y avoir des vaccins. Something that makes you better, and that's going to actually take place, we think, even sooner. So it's a lot of good things are happening. Alors, on a quelque chose qui va vous faire sentir mieux, qui va améliorer votre sort, et on pense que ça va arriver beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Voilà. OK? Alors voilà, donc ça devrait rassurer les personnes qui avaient des craintes par rapport au truc Warp Speed. Là. Donc, il les laisse s'amuser avec leurs vaccins, etc. Mais il pense que, la maladie va disparaître, comme le dit le Dr Didier Raoult, cet été, ça va disparaître. Et ça ne reviendra probablement pas, en tout cas pas avec une force. Hein. Comme disait Didier Raoult, là, c'est en dos de chameau. Il y a une bosse, il n'y a pas 2 bosses. Là. C'est comme la plupart des virus, il y a une bosse. Et, ou c'est dromadaire, je pense, en tout cas. Et ça ne reviendra pas. Donc, ça va disparaître, mais il y a quelque chose qui, en plus des vaccins qui arrivent plus tard, ils vont avoir quelque chose qui va arriver plus vite et qui va améliorer beaucoup, beaucoup la santé des gens. Vous comprenez, il les laisse s'amuser, puis lui va arriver avec ses mesures, je veux dire, probablement la chloroquine d'ici là. On va terminer avec une nouvelle ici. Oups. Vous l'avez vu, certaines personnes l'ont partagé. Le Dr Fauci était directeur du National Institute of Health en 2005, alors que cette étude était produite. Fauci, donc, il sait depuis 2005 que la chloroquine est efficace contre les coronavirus. C'est une étude ici qui dit « Chloroquine is a potent inhibitor of SRAS coronavirus infection and spread ». Alors, la chloroquine est un puissant inhibiteur du coronavirus SRAS, de l'infection du SRAS et de sa propagation. Hein? Ici, donc, les résultats de l'étude, nous rapportons que la chloroquine a un puissant effet antiviral contre le coronavirus SRAS, etc., etc., etc. Donc, ici, conclusion, chloroquine is an effective preventing spread of SARS-CoV in cell culture. La chloroquine est efficace pour prévenir la propagation du SRAS, du coronavirus SRAS dans les cellules, dans les cultures, dans les cellules. Voilà. Alors, ces gens-là nous ont menti depuis le début et je vais vous expliquer dans le prochain webjournal qui va probablement avoir lieu avant une semaine, donc peut-être mercredi ou vendredi. Jeudi, j'ai quelque chose potentiellement au studio. Mais mercredi ou vendredi, je vais faire un autre webjournal où est-ce qu'on va aller en détail sur d'autres aspects politiques, hein, notamment la raison pour laquelle je crois que plusieurs pays comme le Japon, la Russie, etc., continuent avec le confinement malgré l'absence de dangerosité du virus. Voilà. Tout ça est une question de timing, encore une fois, et ça s'articule en fonction de l'élection de 2020, la présidentielle en novembre prochain. Voilà. Alors, on va remercier les gens qui ont fait des contributions à Radio-Québec. On ne donne plus les noms, comme vous le savez, mais je tiens à remercier personnellement, individuellement, tous ceux qui continuent à nous appuyer. Vous êtes présents, vous continuez à nous appuyer. C'est vraiment très apprécié. On ne pourrait pas faire ça, encore une fois, sans vous, mettre le temps, etc. Alors,
Merci chaleureusement à tous ceux qui nous aident et qui contribuent. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, c'est Alexis Cossette-Trudel, à casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5. Sur PayPal, c'est paypal.me/Alexis Cossette et sur Interac, alexiscossette-trudel1@gmail.com. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les questions avant de se quitter. 50 minutes, peut-être 2-3 minutes de questions. Ah oui, c'est ça. Je m'excuse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en entrevue. André Berkoff, on s'excuse, on n'a pas eu le temps. J'étais censé rappeler Bernard Lachance. Vous vous rappelez, c'est le gars qui dénonçait le docteur Régent Thomas et l'industrie pharmaceutique dans le cadre du traitement du VIH. Je m'excuse, Bernard, je ne t'ai pas encore rappelé. Steve, l'artiste Chartrand, m'a demandé de faire un live avec lui. J'ai même pas répondu. Je vois les messages passer. Puis, je m'excuse. Je réponds pas beaucoup aux demandes d'entrevue. Et puis, peut-être qu'éventuellement, je vais le refaire. Pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Il y a plusieurs personnes aussi. Sébastien Jamalion, ER aussi en France m'ont demandé. Ça ne s'est pas encore produit. Je suis un peu sur le tard. Je suis en retard dans mes trucs. Alors, je m'excuse à tous ces gens-là, tous ceux qui ont fait des demandes d'entrevue, de live, et puis les gens auxquels je n'ai pas répondu. Je suis franchement vraiment désolé. Quoi d'autre? Questions, commentaires? Alors, est-ce que tu vas parler de l'événement de ce jeudi? Oui, il y a le lancement d'une fondation pour la protection des droits et des libertés civiles qui est pilotée par Stéphane Blais et qui rassemble deux des plus grands avocats constitutionnalistes canadiens qui vont nous permettre de nous défendre en cas d'amende ou de mesures excessives de la part du gouvernement. C'est Stéphane Blais qui pilote le dossier de Citoyens au pouvoir. On va se voir jeudi, on va en parler. Je pense jeudi, il va y avoir un événement au studio, on va en parler. Il y a aussi eu des manifestations anti-confinement à Montréal et à Québec et j'en ai eu vent à la dernière minute. Et je ne me suis pas présenté, en fait. J'y serais allé si je l'avais appris à l'avance. Donc, je serai probablement des prochaines s'il y en a d'autres. Il faut absolument faire tomber, je veux dire, la peur de ce virus et cette idée de confinement-là. Quel est le nom du livre de Trump qui est excellent? Le livre dont tout le monde parle, c'est The Art of the Deal. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Mon app pour les vidéos, j'utilise eCam Live. E-C-A-M-M Live. C'est pour Mac. C'est ce qu'il y a de plus facile. C'est tellement facile de faire du streaming avec ça. Je prends par exemple une photo sur mon bureau, puis là, je claque, je la colle ici. Hein? Et je peux la faire disparaître comme ça. On peut écrire du texte comme ça, même en direct. Paf. Oui, donc c'est un jeu d'enfant de faire des directs avec ça. eCam Live. OK, donc juste pour résumer ce que je disais dans cette capsule, où j'étais manifestement encore une fois fatigué. Ça arrive une fois sur deux, c'est pas... je sais pas comment faire. Avant le live, je suis correct. Des fois, ça sort bien, des fois, ça sort pas. Vous savez que je suis pas une personnalité, je suis pas quelqu'un je suis pas un orateur, vous le savez. Donc, des fois, ça sort bien, des fois, ça sort moins bien. Aujourd'hui, ça sortait un petit peu moins bien. C'est pour ça que je me suis dit, je vais en faire un autre rapidement, mercredi ou vendredi. Ou est-ce que c'est comme pile ou face, hein? Je serais peut-être plus en forme. Des fois, j'hésite, je suis plus penseur. Alors, qu'est-ce que je disais là? Tu vois, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, je ne me rappelle plus. Voilà. Oui, il faudrait éventuellement penser à des poursuites contre Horacio Arruda, s'il est responsable de la totalité de la surmortalité au Québec. S'il y a eu une surmortalité, là, c'est dans les CHSLD.
C'est ces mesures à lui qui ont causé cette surmortalité-là, pas le COVID. Le gars, évidemment, hein, il a bien vu le problème, il a couvert ses fesses, il a enlevé la possibilité de faire des autopsies. Hein? C'est un salopard, en bonne et due forme. Et puis ça, c'est une autre chose. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Une autre chose, c'est-à-dire que souvent, il y a quelques personnes qui m'ont dit tu ne devrais pas critiquer Arruda autant que ça, tu ne devrais pas être aussi sévère avec Arruda, etc. Il faut briser l'image du gars. Les médias lui ont créé une aura de sainteté. Hein? Dès le début de la crise, le sauveur, les tartelettes, Arruda, là, la population était... il y a eu beaucoup d'opérations de communication dans cette crise du coronavirus que les gens n'ont pas vues. OK? Par exemple, la danse, quand il va danser puis il s'excuse le lendemain d'avoir dansé, là, ça, c'était tout prévu. Là. Ça, c'était une opération la danse et l'excuse le lendemain, c'était une opération en soi. C'était... je peux pas... En tout cas, il faudrait les analyser une par une, là. Mais donc, on a créé une aura autour du gars. Il y a comme probablement une gigantesque équipe de relations publiques autour de lui. Il est très mauvais, là. Fait qu'il faut toujours réparer ses erreurs. Mais il faut briser l'image. Il faut aussi libérer la parole. C'est pour ça, des fois, que je suis dur dans ma façon de parler. Je vais invectiver des gens. Je vais y aller un peu avec des insultes, surtout sur Twitter. Hein, c'est les gens qui... si vous allez sur Twitter, des fois, les propos sont pas mal plus durs qu'ailleurs, sur Facebook ou dans les directs. Et je vous invite à donc venir sur Twitter. Puisque Facebook, je suis à 5000 amis, là, je peux pas avoir plus d'amis. Il y a une façon de s'abonner là, pour recevoir les nouvelles, mais je suis au maximum à Facebook. Il reste de la place, par exemple, sur Twitter. Puis sur Twitter, je suis plus combatif sur Twitter. Mais c'est comme Trump dans les années, en 2016, quand il est arrivé, puis tout le monde était, le public américain était paralysé psychologiquement. Hein? Oh, on peut pas dire ça, etc. Puis lui est arrivé, Trump, puis il a dit les choses comme c'était. Il a envoyé promener les gens. Quand on l'insultait, il répondait. Il a été scabreux, acerbe, combatif, etc. Et ça a créé un effet dans la population. Et il a comme brisé le moule des médias là, de la rectitude médiatique. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut briser la rectitude médiatique et il faut briser l'image d'Arruda. OK? C'est un salopard en bonne et due forme, c'est un menteur, il est responsable des morts. J'espère qu'il va y avoir des poursuites criminelles contre lui. Il n'a pas l'immunité parlementaire. J'espère qu'il... je ne veux pas dire j'espère, mais s'il y avait des poursuites contre lui, il finirait probablement comme Arthur Porter, vous savez, le gars qui a fraudé avec l'université McGill, là, qui a été obligé d'aller faker sa mort au Costa Rica pour échapper à la justice. Mais c'est quelque chose comme ça que j'entrevois comme futur pour Arruda, parce qu'éventuellement, il va y avoir des enquêtes sur ce qu'il a fait, sur sa responsabilité criminelle. OK? Alors, il faut briser l'image. Il faut arrêter de penser toujours, il faut être respectueux, il faut être poli, etc. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui change quand on est toujours trop poli. OK? Alors, il faut y aller un peu à la Trump, là, briser le moule psychologique, le cadre psychologique dans lequel les gens duquel les gens sont prisonniers, libérer la parole et faire sortir l'émotion, là. Voilà. Alors, allez-y avec Arruda for Prison. Allez-y fort sur Arruda. Gloves are off, comme on dit en anglais. Hein. C'est barre ouvert. On peut frapper dessus comme on veut. Il a tué, il a vidé par sa négligence criminelle nos aînés, les CHSLD. Il est responsable de tout ça. On lui doit aucun respect. Aucun respect. On pourrait publier les pires images de lui. Ça ne serait pas à la hauteur de ce qu'il a fait à nos aînés dans les CHSLD. OK? Ceux qui parlent de respect pour Arruda n'ont pas pris la mesure du massacre et je veux pas dire du massacre parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont morts. Là. Je veux dire, il n'y a pas comme 20 000 personnes qui sont mortes, là, c'est pas ça. Mais l'ampleur de la catastrophe dans les CHSLD. OK? Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus. On se donne rendez-vous mercredi ou jeudi pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!